Nadezhda Kraya, que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour une exposition qui est, je trouve, très très belle, très colorée, très bon. On va en parler tout à l'heure et je laisserai la parole à Johannes Wetzel qui a eu la gentillesse d'accepter de vous entretenir avec Nadezhda. Il faudrait peut-être dire que c'est la deuxième exposition que Nadezhda a réalisée ici dans notre maison, parce qu'elle était résidente à la Cité universitaire il y a plus de 10 ans, je pense. Et je me souviens encore très très bien de la première exposition. Il y avait beaucoup de pianos, par exemple, comme motif, beaucoup de traits noirs et bleu, et ce qui m'a toujours vraiment impressionné, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette énergie qui sort de ces tableaux. Il y a 10 ans, hein, c'était ça l'exposition? 11 ans, 10 ans, oui. C'était plutôt des tableaux peints en acrylique. Acrylique, oui. Acrylique, oui, d'accord. Et cette fois-ci, c'est plutôt l'aquarelle, mais aussi des très grands aquarelles. Bon, je suis très contente qu'on ait pu faire ça. Pour la petite histoire, j'avais toujours le contact de loin avec Nadezhda, qui a fait des études d'économie, il faut dire, mais qui est de vocation, je dirais, artiste peintre. Hein. Elle va expliquer ça tout à l'heure. Et puis, le hasard a fait qu'on s'est rencontrés il y a 1 an et demi à peu près à Berlin dans un bus, et on s'est tout de suite reconnus, on est entrés en discussion et j'ai dit, bon, il faudrait faire une autre exposition, et puis ça a pris un peu de temps, et voilà ce soir, et je suis très contente. Voilà. Moi aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Excusez-moi, mon français est un peu rouillé parce que ça fait 10 ans, 11 ans que je n'habite plus à Paris. Avant, j'ai vécu ici pendant 2 ans et demi, donc je crois que vous me comprenez comme ça, mais s'il y a des mots qui me manquent, je veux vous demander les mots en allemand. Oui, si jamais vous manquez de mots, je vais faire le traducteur. Tout le monde, en fait, dans le public, il y a des gens qui ne parlent pas allemand. C'est exact? Très bien. Donc on reste en français. Très bien. En fait, la petite anecdote de Madame Dreussen confirme qu'ici, on est vraiment en petit comité. On est très intime. Donc, je commence l'entretien, mais je propose que si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire, bon voilà, j'ai pas compris, parce que vraiment, on a la chance d'être peu nombreux. Donc, Nadezhda Kraya, vous êtes née en 1981 en Sibérie. Alors, ça, c'est déjà un premier point très intéressant. Moi, je viens de dire intéressant, surtout pour les Français, peut-être à cause de Napoléon et tout ça. J'ai remarqué qu'en France, on aime bien la culture russe, ce que je trouve génial, en fait. Beaucoup de musique russe qui passe à l'opéra, la littérature. Oui. Là, il y a Et les Russes adorent la culture française aussi, surtout la musique. Donc, mais contrairement à ce que je pensais, moi, c'était pas du tout dans un petit village où on imagine, voilà, un peu inspiré par les tableaux qu'on voit ici, la forêt. Donc, vous n'êtes pas né dans un petit village de Sibérie, mais dans une grande ville, à Tomsk. Pour la Russie, une petite ville oui, à Tomsk, 400 000 habitants, pas loin de Novosibirsk, la Sibérie de l'Ouest. Il y a 5 universités, donc c'est pas dans... Il y a la forêt autour, mais c'est pas dans la forêt que je suis née, parce qu'il y a des gens qui me demandent s'il y a les vaches sur les rues en Sibérie, mais non, c'est cultivé. Et c'est une famille artistique, en fait, une famille qui vous a tracé un peu le chemin, qui vous a d'abord emmené, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vers le piano et ensuite vers la peinture, ou c'est un peu le hasard? Une famille qui est intéressée par la culture, mais qui n'est pas artistique. Mon père, il a beaucoup de talent, mais il est physicien, théoréticien, professeur à Tomsk. Ma mère est institutrice. Voilà, donc, mais je
j'étais toujours confrontée par la culture. Et j'ai commencé à peindre assez sérieusement assez tard, en 2001, quand j'ai fait mes études à Bonn en économie. C'est là où j'ai commencé à prendre les cours de la peinture. Et, oui, mais vous avez commencé, c'est là que vous dites que vous avez commencé sérieusement à peindre, mais déjà toute petite, vous avez peint. Comme loisir, oui. Et vous avez peint en fait, on va revenir sur les étapes biographiques un peu plus tard, mais puisque vous en parlez, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à peindre un peu dans le style, j'allais dire, soviétique. Oui, très exact, très figuratif. Et c'est à partir de ce début, et sans doute aussi cette forme d'école que vous avez eue, que vous avez développé la peinture qui reste néanmoins, comme on le voit, figurative. Oui, il y a une petite histoire de ça, en fait. Quand j'étais à Bonn, dans une classe de peinture, j'ai apporté une photo avec un pianoforte avec moi, et je voulais le peindre très détaillé. Mais il n'y avait pas de pinceau très pinceau mince. Il n'y avait pas un pinceau fin. Fin, voilà, merci. Donc, mon prof de peinture m'a donné un pinceau comme ça, pour une taille comme ça. Donc, j'ai réalisé clairement que ce n'est pas possible de peindre d'une manière photoréaliste. Alors, je pensais, tant pis, je vais faire comme ça. Et là, on peut dire que j'ai trouvé mon style parce que c'était expressif. Je n'ai pas pensé à copier vraiment la photo. Et c'était, on peut dire, le début de mon ductus style qui était là. Donc, que j'essaie de développer et de devenir de plus en plus abstrait. Mais en ce moment, je suis entre les deux, ni complètement figuratif, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent qu'est-ce que c'est ça. Mais en même temps, je ne suis pas un peintre abstrait. Par exemple, là, on voit, il y a, sur la première vue, on pense que ce sont des paysages de mer avec des rochers, mais en même temps, il y a aussi des figures, des sirènes qui sont là-dedans, qui se mêlent un peu avec les paysages. Donc c'est entre les deux. Dès qu'on voit les sirènes, ça devient très figuratif, mais à première vue, c'est plutôt abstrait. Sirène. Oui, je suis fascinée par le thème de sirène, qui est très vieux, surtout les rôles différents des sirènes, le rôle séducteur, le rôle destructeur. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de références dans la littérature des sirènes. Aussi Heinrich Heine, évidemment. J'allais commencer par faire un petit sondage. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que, parce que moi j'ai vu tout de suite un paysage en fait. J'ai rien vu d'abstrait. Mais les figures. Oui, quelque chose de figuratif. C'est pas que tout le monde voit tout de suite les figures là-dedans. D'accord, mais on imagine tout de suite un paysage, un paysage de bord de mer. Oui, ben pour revenir à votre histoire, donc, parce que je pense que tout le monde se pose la question, mais comment se fait-il que cette jeune fille de Sibérie arrive en Allemagne? Vous avez quitté c'était déjà plus l'Union soviétique, c'était déjà la Russie. En 80. Oui, c'est très simple. Oui. Ma mère s'est mariée en allemand, mon beau-père, et du coup on a déménagé. En Allemagne, il y a beaucoup de Russes qui sont en fait des Allemands, Aussiedler, je ne sais pas comment dire en français, Aussiedler, oui, je sais pas. Les Allemands qui ont habité en Russie, mais qui après sont déménagés en Allemagne. Mais moi, je suis vraiment russe. Ce sont les Russes ou les Soviétiques qui ont des origines depuis des générations, des origines allemandes. Ouais. Voilà. Alors, pas comme ça pour moi. Et, oui, je suis venue en Allemagne quand j'avais 11 ans. Après le bac, j'ai fait mes études à Bonn et aussi à Paris. Et à Paris depuis 2004, de 2004 à 2006. 2 ans et demi, oui. Et ça fait que vous avez finalement, on en a parlé tout à l'heure, vous avez deux chapeaux. Vous êtes à la fois... Deux cœurs qui se battent. Qui se battent et qui battent dans votre poitrine. Voilà. Vous êtes à la fois artiste, puisque vous avez effectivement une formation
à la Kunstakademie Rheinland. Et vous avez en même temps poursuivi des études de Volkswirtschaft, donc d'économie, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à la fois artiste et conseillère, consultante, Unternehmensberaterin, et vous réussissez à concilier vos deux amours, notamment en apportant beaucoup de créativité dans votre vie professionnelle. Voilà, c'est plutôt l'art qui se mêle dans le consulting, pas autrement. On m'a demandé déjà pourquoi je ne peins pas les consultants. Bon. Non, c'est un besoin. C'est clairement un besoin et je le continue depuis 2001. Et je me sens très mal si je n'arrive pas à cause de temps. Maintenant, j'ai un petit-fils. C'est devenu plus difficile de peindre, mais je vais reprendre. Ouf, c'est trop dense pour être en détente. Ouais. Non, le consulting est très créatif en fait parce qu'il faut toujours trouver des solutions, des nouvelles solutions qui sont parfois, comment dire, outside of the box, qui ne sont pas inhabituelles, voilà. Et c'est là où la créativité joue un très grand rôle. Et vous avez mené dès le départ les deux activités en parallèle, parce que vous avez fait des études d'économie, mais vous vous êtes inscrit vraiment dans cette classe de peinture d'un professeur, le professeur dont vous parliez tout à l'heure, qui vous a mené un peu le pinceau, qui vous a mis le pinceau large dans la main. Mentor, oui, votre mentor, donc Fred Schäfer-Schellhammer. Dans la Rheinland Academy, qui est du côté de Koblenz, ce que vous m'avez expliqué. Lui, qu'est-ce qu'il vous a apporté en fait? Il vous a donc ouvert le regard et vous m'avez dit tout à l'heure, il a développé vos vraies capacités vers une peinture moins figurative, moins proche, moins réaliste, et plus vers ce qu'on voit aujourd'hui. Exactement, il m'a montré de peindre d'une manière plus libre, de ne pas penser, parce que c'est ce que je préfère quand je peins. Si je ne pense pas, c'est en fait mieux que si je pense. Et bien sûr, tout ce qui est technique, les détails, la technicité. Les techniques dont on parlait tout à l'heure, l'aquarelle, l'acrylique. Oui. Vous travaillez Comment faire pour que le paysage soit plus dramatique ou moins dramatique au niveau des couleurs, comment diviser l'espace, tout ce qui est nécessaire techniquement. Mais j'apprends encore, il y a toujours beaucoup de choses à apprendre, ça ne s'arrête jamais. En parlant des techniques, comment vous choisissez la technique en fait? C'est aussi justement un acte non réfléchi ou c'est en fonction du motif? Comment vous décidez de travailler plutôt justement en acrylique, en aquarelle, voire d'autres techniques? Je ne sais pas si vous touchez à l'huile, par exemple. Oui, ça aussi. Intuitivement. Alors, comment on choisit les glaces? Les parfums des glaces. C'est un peu de quoi est-ce que j'ai envie? Ce professeur, il a un fort ancrage régional. Est-ce qu'il vous a donné aussi le goût de certains motifs justement qu'on voit ici, la nature, ou d'où vous vient justement l'idée de cette série que vous avez, en fait, les arbres et les bords de mer que vous avez réunis sous le titre de Tourbillon? Il y a vraiment un motif qui revient tout le temps, c'est le Rhin. Le Rhin. Alors c'est le Rhin? Non, pas forcément. Ça peut être la mer aussi. C'est la mer plutôt. Le Rhin n'est pas exposé ici. J'ai des tableaux qui sont aussi de Rhin. J'ai aussi des tableaux qui sont de Toms, de la musique. Mais ici, on trouve deux séries. L'une sur les arbres, le bois, un peu comme ça. Surtout les formes qui m'intéressent là, des jonctions. Et l'autre sur l'eau, plutôt la mer. Et qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Est-ce que c'est la représentation, ou plutôt un sentiment de la nature, ou est-ce que c'est parce que vu la manière comment vous traitez les sujets, ça vous rapproche de l'abstraction? Tout à l'heure, vous avez dit que c'est
finalement, venant de quelque chose de figuratif, vous avez envie de évoluer de plus en plus vers l'abstraction. Est-ce que justement ces motifs d'arbres et d'eau vous donnent déjà l'occasion d'explorer cette abstraction? Oui. En général, je choisis mes motifs par la question si ça me touche ou pas émotionnellement. Donc, et ce sont surtout les motifs qui sont agréables. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui va peindre la guerre, mais plutôt les paysages, la musique. Alors, en fait, des choses très, très jolies, très agréables. Et là, il y a toujours une question, comment peut-on faire sans être kitsch? Parce que les motifs, déjà, sont très chargés. Alors là, est-ce que ça me touche? Oui ou non. La mer me touche, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu toujours des rêves de la mer un peu démontée. Pas la mer agréable, mais avec beaucoup de puissance, beaucoup de force. Et j'ai eu même des rêves des tsunamis à l'âge de 8 ans, même si je n'ai pas vécu au bord de la mer et je ne savais pas que ça existe. Et oui, récemment, je me suis occupée, non, ich habe mich beschäftigt, oui. Avec le thème des vagues géantes, par exemple. Donc, tout ce qui est la mer démontée, ça me touche. Je ne sais pas pourquoi. C'est la force de la nature, peut-être. Et il y avait toujours des périodes, depuis 2001, quand j'ai peint beaucoup de mer. Et après, c'était la pause. OK, je ne veux plus. C'est assez. Mais ça revient. Et pour le bois, c'est assez récent. Je me suis beaucoup promenée à la Tiergarten à Berlin. Donc, c'est joli. C'est des arbres avec des formes bizarres qui se changent selon si c'est l'hiver ou l'été, les temps, voilà, les saisons et aussi la lumière. Je trouve ça très intéressant, surtout les formes des arbres, en fait. Mm-hmm. Comment les jonctions, Schnittstellen, des interfaces. Oui. Eh ben, là, vous avez déjà évoqué donc plusieurs séries. En fait, question préalable, vous travaillez souvent en série, c'est-à-dire vous travaillez sur le même motif pendant un certain temps, jusqu'à, comme vous disiez, jusqu'à épuisement. Et ensuite, vous développez une autre série. Tout à l'heure, on évoquait la série, une série plus ancienne, donc justement les pianos. Cette série des pianos, elle est inspirée aussi d'un élément biographique. Oui, comme une vraie Russe, j'ai eu des cours au piano quand j'avais 9 ans, de 9 à 11 ans. Et après, on est déménagé en Allemagne. Et là, c'était trop cher pour nous, donc j'ai dû arrêter. Et oui, je trouvais ça assez triste, parce que j'adore la musique classique. Et le piano, c'est mon instrument préféré. Et du coup, j'ai peint pas mal de piano, peut-être en tant que substitut. Vous jouez plus? Non. Après, j'ai découvert le tango, donc je n'avais plus de temps pour le piano. Mais c'est mon mari qui joue maintenant, c'est bien. Et mon fils, même à l'âge de 8 mois, qui commence à faire n'importe quoi, un peu Schönberg et Xenakis, mais il peut le faire pendant 15 minutes, ce qui est bien. La musique classique, est-ce qu'elle est aussi une source d'inspiration pour votre travail de peintre? Je pensais au titre de Rusalka, c'est quand même aussi un opéra, je crois, de Dvorak, non? Je me confonds? Ouais. D'après Pushkin, oui. Et peut-être, en fait, dans l'histoire de la peinture, les liens entre la musique et la peinture sont fréquents. Est-ce que ça vous... Quand je peins, j'écoute la musique classique. Ah oui? Qu'est-ce que vous écoutez? À l'époque, il y a 10 ans, c'était plutôt Rachmaninov. Évidemment, quand on est jeune, on est peut-être plus... je sais pas... on veut quelque chose de plus, fort, avec plus de dramatisme. Ouais. Maintenant, ça dépend. Maintenant, c'est beaucoup Tchaïkovski aussi. Scriabin, ça dépend. Beethoven. Un jour, je vais découvrir Wagner, mais je sais chaque fois, mais parfois ça marche, parfois ça marche pas. Quand vous disiez que vous avez une série sur le Rhin, tout de suite j'ai pensé que vous allez illustrer lors du Rhin, non? Série sur le Rhin? Ah oui. Rheingold oder... Ah non, pas ça, non.
Mais une fois, Pas je me encore. rappelle que je peins une île des morts en coton, île des morts de Rachmaninov. Voilà. Donc ça m'arrive aussi. Comment? Le bleu? Qu'est-ce qui me fait peindre en bleu? Je ne sais pas. J'ai essayé de peindre d'être plus coloré. Maintenant, ça marche un peu mieux. Mais en fait, ça doit être mon âme russe qui est un peu bleue. Je ne sais pas. Le bleu était toujours là. Et je me sens bien avec les couleurs plutôt bleu, gris, noir, violet. Plutôt que... Je trouve que beaucoup de peintres en Amérique latine, par exemple, adorent l'orange, le jaune, le rouge, les couleurs très fortes. Je ne sais pas, pour moi, c'est plutôt comme ça, comme vous voyez. Beaucoup de bleu. La couleur bleue. Les formes viennent automatiquement. J'ai des croquis et voilà, je commence par repeindre les croquis. Après, je les jette et je continue. Donc, il y a toujours quelque chose à la base pour me démarrer. On a commencé par parler justement de ces séries. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu la succession des séries, de motifs que vous avez connus dans les... finalement, c'est bientôt 20 ans de votre travail. La série Piano, c'était quand? C'était il y a 10 ans? Oui, il y a 10 ans. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... quels autres motifs est-ce que vous sur mes avez... mémoires de la Russie, Tomsk. Tomsk, La musique, un peu de tango aussi. C'est-à-dire, Tomsk, c'était des vues de la ville? Oui. Oui. Les mémoires, ma maison. Les images que vous avez en tête de votre enfance? Les hivers, quand il fait moins 30, moins 40. Un peu comme ça. Et quelles autres séries vous ont occupé? Pour qu'on puisse cerner un peu les motifs qui vous intéressent. Oui. Un peu de Rhin. La musique en général, pas juste le piano, la musique classique. Un peu de danse, surtout le tango. Donc, c'est-à-dire, c'est des danseurs. Beaucoup de paysages en général, beaucoup de paysages, ce qui me touche. Si je vois un paysage, soit je fais un croquis, soit je prends une photo et après un jour j'ai envie de le peindre et je le fais. Tout à l'heure, en fait, dans un mail que vous m'avez envoyé, vous m'avez dit je fais partie des artistes qui n'aiment pas parler de ma peinture. Oui, je regarde. Vous en parlez très bien. Vous en parlez très très bien. Pourquoi vous n'aimez pas parler de votre peinture? Parce que je n'ai pas d'un concept. Donc maintenant, il y a beaucoup de conceptual art, d'art conceptuel, où on ne comprend pas ce que c'est. Après, on lit une page de texte et après, peut-être on comprend. Moi, ce n'est pas mon style, c'est plutôt intuitif. Et donc, je crois qu'on n'a pas du tout besoin de me voir, me parler, me comprendre, me connaître. Il faut juste regarder le tableau, soit ça plaît, soit ça ne plaît pas. Et s'il y a des gens qui voient quelque chose qui n'est pas là, moi je suis même d'accord avec ça. Je dis ok, c'est un peu abstrait, pourquoi pas. Alors je préfère de ne pas parler. Mais vous donnez quand même des titres à vos titres œuvres, qui sont très simples. Arbre, ouais. Numéro 1, 2, 3. Effectivement, ça c'est arbre. Marine, c'est 1, incontestable. 2, 3. C'est surprenant que vous disiez que justement vous n'aimez pas parler de votre peinture, parce que d'un autre côté, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez aussi une activité intellectuelle très précise. Est-ce que c'est justement les deux est-ce que l'un est conditionné par l'autre? Parce que vous avez
une forte activité intellectuelle d'un côté, Oui. le travail artistique relève plutôt de l'intuitif ou de l'inconscient. Oui, ce sont les deux côtés que j'ai, je pense. Et après coup, quand vous avez travaillé, vous n'interprétez pas votre propre travail? Vous vous demandez pourquoi j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Si, ça m'arrive, surtout si les gens me demandent, comme ici, pourquoi. Et là, je commence à réfléchir et il y a toujours des réponses, en fait. Mais à l'époque, comme je dis, si quelque chose me touche, j'ai envie de le peindre et je le fais. Donc, à mon avis, dans la peinture, pour moi, c'est mieux de ne pas penser. Il y a des... parfois, je peins et je pense trop et à la fin, je dois le jeter parce que c'est trop intellectualisé. Ouais. Ben, il y a des peintres aussi qui parlent très bien de leur peinture. Et en fait, c'est... Il y a de tout. Parlons un peu de votre ville d'élection, qui est Berlin. Est-ce que Berlin est toujours la ville de l'effervescence créative qu'elle était peut-être encore? Oui, il y a vraiment beaucoup d'artistes qui habitent à Berlin. Il y a aussi beaucoup de galeries. Je crois à peu près 400 galeries qui sont à Berlin, qui ont du mal à exister, surtout maintenant, à cause de le pouvoir d'achat qui manque à Berlin. Il y a beaucoup d'artistes, mais très peu de collectionneurs. Beaucoup d'artistes parce que la vie n'est pas très chère à Berlin par rapport à d'autres villes capitales. Donc, au niveau de l'art, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup d'art figuratif, beaucoup d'art abstrait, vraiment beaucoup d'art conceptuel, beaucoup d'installations, art numérique, tout ce qu'il y a. En fait, le marché est très international, donc ça existe la même chose à peu près à Londres, à Paris, à New York. Voilà. Vous ne voyez pas une tendance qui se dessine actuellement sur le marché de l'art, un courant qui s'impose par rapport aux autres? Je ne sais pas. Il y a peut-être une tendance d'utiliser les nouvelles médias comme de l'art numérique, parce que c'est presque impossible, ou peut-être c'est même impossible de créer quelque chose de nouveau dans l'art. Tout était déjà là. Et du coup, si on travaille avec les nouvelles médias, il y a des possibilités qui s'ouvrent pour créer quelque chose qui n'était pas là avant. C'est une question du coup intéressante, ça ne vous tente pas? Puisque votre travail finalement est très classique. L'aquarelle, l'acrylique, la peinture. Si c'est pas dans moi, si je n'ai pas envie, je ne veux pas me forcer de faire quelque chose juste parce que c'est à la mode. C'est comme je refuse d'avoir un concept. Mais pour cette raison aussi, c'est pas moi. Est-ce que vous voulez voir l'exposition? Oui. Alors, en fait, l'exposition, peut-être qu'on peut passer en revue des tableaux. Voilà. Donc là, vous voyez une série sur la mer et justement la série sur des sirènes où je voulais que les sirènes se mêlent avec la nature. Donc, on les voit juste de deuxième vue. Voilà, donc là, 2 autres peintures de la mer, des bateaux. Après, ce sont la série des arbres qui commence, les détails d'arbres, comme les feuilles, les arbres dans la nuit. En bas, à droite, un peu plus abstrait. Et on voit plusieurs arbres qui sont de point de vue un peu de bas, si on regarde vers le ciel. Là, vous voyez un bateau dans l'eau. Comment dire, vrac, l'épave, oui. Voilà. À droite aussi, un bateau qui est un peu plus abstrait, le bois, et sur les panneaux, sur ce côté-là, la série des arbres, donc ça s'explique. On peut peut-être s'arrêter une fois, un instant, là, sur le grand sous-bois à droite. C'est une très grande aquarelle, c'est ça? Oui.
c'est inhabituel en fait. Oui, parce que justement, l'aquarelle, c'est connu pour être de petite taille, très romantique, parfois assez précis. Mais moi, je voulais être un peu plus expressif, avec plus de force. Je préfère si les aquarelles sont très grands. Ouais. Et ensuite, si vous vouliez continuer peut-être à explorer des arbres, comme on peut voir, voilà. Là, un peu plus de couleurs, parce que justement, je voulais sortir de mes couleurs bleu, bleu, bleu tout le temps. Et là, c'est plus coloré. Je crois que ça ne devient jamais orange, jaune, comme pour l'Amérique latine, mais c'est pas grave, c'est pas mon but. Oui, oui. C'est plutôt bleu-gris. C'est pas le bleu-bleu. Ouais. Le bleu étant, comme vous avez dit tout à l'heure, votre âme russe, c'est ça? Oui, avec un petit sourire, mais oui. Est-ce que dans cette... vous voulez qu'on se promène? Oui, si vous avez des questions. Ben c'est ce que j'ai déjà invité le public à prendre la parole dès qu'il y a une question qui se pose. Sinon, ce qui m'intéresse, c'est parce que quand on parle d'aquarelle et de représentation de bois, par exemple, de forêt, on pense quand même à toute une série de peintres qui ont travaillé sur le même motif avant. Et quand je pense à l'aquarelle, je pense à Cézanne. Est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont inspiré, que vous regardez comme vous écoutez la musique pour justement... Bien sûr, il y a des peintres qui m'inspirent. Cézanne est vraiment un des peintres qui m'inspire, mais mon peintre préféré, c'est Rembrandt. Pourquoi? En fait, c'est son côté... parce qu'il y a de l'âme dedans, je trouve. Pardon, dans les portraits, il y a de l'âme dedans. Ouais. C'est pas superficiel, il y a vraiment de l'âme. C'est très humain. Et oui, les chiaroscuro qui me plaît beaucoup. Le profondeur, en fait. Oui, et dans cette grande famille de peintres qui sont à la limite du figuratif, justement, aujourd'hui, est-ce que vous voyez quelqu'un qui vous plaît? Oui, j'aime bien Peter Doig. Ouais, je me souviens, par exemple, les canoës qu'il fait sur les lacs, sur les... Peter Doig. Donc les abstraits, j'aime bien Callum Innes. Je ne sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je ne le connais pas. Très abstrait, juste des surfaces avec les couleurs, deux couleurs qui se mêlent un peu, l'une derrière l'autre. Après, il enlève des couches. Ça a l'air très simple, mais c'est plus compliqué. Rothko? Rothko, oui. Oui. Et vous m'avez demandé ceux qui sont là qui vivent. Oui, les vivants, oui. Bon, ça veut dire, c'est le mot de la fin. Est-ce que vous avez des questions à ajouter? Oui. Est-ce que vous peignez aussi des femmes après nature? Parfois, oui. Oui, je le fais. Est-ce que vous peignez après nature? Oui, j'ai fait quelques dessins dans la nature, surtout de reins. On fait des excursions avec d'autres gens, et là, dans la nature. Ce qui est bien dans la nature, c'est pas bien, mais comment dire, herausfordernd, challenging, exigeant. Voilà, c'est que les couleurs se changent très vite. Donc, si on commence le matin, c'est vraiment bleu, violet. Après, si ça te prend trop longtemps pour un tableau, ça devient très coloré. Et dans l'après-midi, c'est vraiment du jaune, du vert qui sort. Pour moi, c'est simple parce que je peins assez vite. Donc, je peux faire plusieurs tableaux. Mais c'est très intéressant de voir ça, comment les couleurs se changent dans la nature.
Et c'est aussi les acryliques qui se sèchent plus vite. Ça, c'est un autre défi. Dans ce qu'on voit ici, il y a des tableaux que vous avez peints devant la nature? Non, d'après les croquis, oui, mais pas dans la nature que j'étais là avec les dessins dans la nature, non. Là, le premier là, non? Non, c'était d'après, parfois c'est des photos, parfois c'est des croquis que je fais, mais ici, il n'y a pas de travaux d'après la nature. C'est surtout sur toile qui est mieux, pas sur les papiers. Oui. Et quand vous avez vu le film sur Picasso, qui a peint un tableau, c'est sur un verre, et après il a dit « c'est très mal, c'est très mal ». Non, je ne l'ai pas vu. Vous avez vu le film de Non. Picasso? Non. Et alors il a peint tout ça, après il a dit « c'est très mal, c'est très mal ». Alors vous-même, est-ce que vous êtes satisfaite quand vous voyez de vous-même? Je souffre beaucoup, je peux dire. Vous êtes satisfaite de vous-même, que vous dites « ah, aujourd'hui j'ai bien réussi », ou est-ce que c'est quelqu'un qui va passer, votre mari, pas encore votre fils quand même, et qui va dire c'est vraiment chouette, ou la voisine de l'atelier ou quoi? En fait, j'ai beaucoup de doutes et parfois c'est très difficile à dire si ça me plaît ou pas, ça change chaque minute. Mais en général, ça prend beaucoup d'énergie de peindre pour moi parce que justement je me batte avec cette manière et très souvent je ne l'aime pas. Et parfois c'est que je ne l'aime pas et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien. Et là, peut-être je change mon avis, mais en général, ça prend vraiment beaucoup d'énergie émotionnelle. C'est pas simple. C'est pas que je peins et je dis, ah, bien fait, ah, qu'est-ce que j'ai bien travaillé. C'est le contraire plutôt, oui. Vous reprenez quelquefois des choses que vous avez faites? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pour quelqu'un qui n'aime pas parler sur sa peinture, j'ai quand même pas mal parlé. J'espère que c'était OK. OK, maintenant je vous laisse regarder et je crois qu'il y a des boissons aussi. Ah oui. Je m'adresse. Pourquoi vous choisissez toujours cette vue au ciel pour les arbres? Parce que c'est vraiment souvent et Oui. c'est pour quelle raison? Oui, parce que j'ai pensé que c'est moins ordinaire comme ça. En général, on voit toujours les arbres avec beaucoup de distance. Et à mon avis, ça crée plus de wie heißt das? Mittelbarkeit, also immédiateté. C'est un mot très intéressant. Alors, on est un peu presque, on entre un peu presque dans l'arbre, je trouve. Si on est juste là, on regarde comme ça. Plus de proximité. Et ça renforce peut-être le côté abstrait un peu, non? Oui. Justement, cette perspective un peu déroutante. Mais même c'est la si perspective on reconnaît, qu'on voit, en fait. Si on est proche de l'arbre, on regarde comme ça, c'est ce qu'on voit. C'est intéressant de faire ça dans la nature, de s'approcher et de regarder. Grand merci, je pense peut-être qu'on arrive, je ne sais pas. Donc, non, j'allais dire peut-être qu'on peut encore regarder les tableaux et saisir l'occasion d'avoir l'artiste parmi nous pour vous poser des questions directement devant les œuvres. Voilà, dans le public. Et puisque je voulais juste ajouter, parce que vous êtes né en Russie, ou en Union soviétique, ou Russie, c'était Union soviétique. Et il se trouve que demain, c'est pour ça que je voulais juste voir la continuité qui, quelquefois, c'était pas prévu comme ça, mais ça aussi, c'est le hasard un peu des dates qui fait que demain, nous avons la possibilité d'écouter un très grand spécialiste, le professeur Schlögl de l'université Viadrina, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur la Russie, l'Union soviétique plutôt, et qui va présenter son livre épais comme ça,
un très très grand spécialiste très connu en Allemagne, sous le titre maintenant Le siècle soviétique. Et c'est une archéologie d'un monde disparu. Et où il met en avant des objets de la vie quotidienne. Et comme ça, il reconstruit un peu la vie intellectuelle, culturelle, du quotidien aussi en Union soviétique. Et je pense que ça va être extrêmement intéressant. Et après sa conférence de 30 minutes, en tout cas ça s'est prévu comme ça, il y aura un entretien avec lui et avec Sonia Seymour-Mikic, qui est ancienne correspondante de la première chaîne de télévision allemande, qui était correspondante à Moscou. C'est une période qui l'a énormément marquée, mais après, elle était aussi à Paris. Et on a la chance de la voir demain. Je lui ai proposé ça. Elle s'est plongée dans cette lecture fascinante. Et bon, si jamais vous avez l'occasion, envie de revenir, demain, on continuera un peu avec l'Union soviétique. Le cycle soviétique. C'est ça. Une archéologie d'un pays disparu. Je pense que ça c'est intéressant. Karl Schlögl est très connu. J'ai aussi un livre de lui sur les traces russes à Berlin. À Berlin. Les Russes à Berlin. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je rajoute, parce que ça c'est un de mes fournisseurs préférés de lecture, le livre dont vous venez de parler est apparu dans la Bundeszentrale für politische Bildung. Ils ont fait une édition que vous pouvez donc trouver pour un prix largement subventionné dans cette librairie et aussi sur Internet. Mais on le trouve aussi dans les librairies et peut-être même il y a quelques exemplaires demain. Oui, aussi en vente. Alors, tout pour vous dire qu'on a parlé un petit peu de la Sibérie, de la Russie aujourd'hui. Ça serait un autre sujet de savoir comment aujourd'hui vous voyez cette patrie un peu perdue. Et je pense que ce serait intéressant demain de voir de quelle façon il reconstruit justement ce grand pays. Tout à fait. Je pense que la Russie est toujours dans moi et dans mes tableaux. Inconsciemment. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée.